Bonjour à tous, bienvenue à l'EXI, École d'ingénieurs généralistes, située à La Rochelle et Casablanca. Je suis aujourd'hui, je suis Anne-Ségolène Abscheit, je suis directrice des études de l'EXI et je suis accompagnée par Raphaël Bondu, qui est responsable du programme ingénieur à l'EXI. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne-Ségolène. Alors, j'ai partagé mon écran pour vous partager la présentation de l'école. On va faire un petit peu en trois parties. Je vais d'abord vous présenter l'école en quelques mots, puis on va approfondir le programme ingénieur avec Raphaël, et puis enfin, on va parler de ce qui certainement vous intrigue le plus à cette période de l'année, c'est comment vous préparer efficacement au concours et à Parcoursup pour pouvoir indiquer les bons vœux dans Parcoursup à partir du mois de janvier. Voilà, et puis enfin, nous pourrons échanger via le chat notamment et les questions pour pouvoir répondre à toutes vos questions sur l'EXI et son programme ingénieur. Alors, l'EXI, en quelques mots. D'abord, l'EXI, c'est une école qui s'est dotée d'une mission ambitieuse de former des citoyens, des scientifiques humanistes, artisans et citoyens du monde. Et au-delà de cette mission, ce qu'on souhaite, notre ambition, c'est de faire en sorte que nos ingénieurs, quand ils sortent de l'EXI, aient une vision vraiment globale des grands enjeux des organisations et de ce qui se passe dans le monde, qu'ils aiment les sciences et qu'ils en soient vraiment les ambassadeurs et qui sont en capacité de vulgariser les concepts les plus complexes. Et ça, c'est vraiment important, on l'a vu ces derniers mois avec la pandémie. Alors, quand on regarde un peu les grandes composantes qui forment l'EXI et son projet, d'abord, il est important de noter que c'est une école qui est indépendante, mais qui fonctionne comme, en fait, au cœur de beaucoup de réseaux et d'alliances. Alors, dans ces réseaux, elle est naturellement membre de la Conférence des grandes écoles, qui est l'organisation qui rassemble toutes les grandes écoles de France, donc école de commerce ou école d'ingénieurs. Elle est habilitée à décerner le titre d'ingénieur. Donc, elle est membre de la CTI et de la C2FI dans ce cas de figure. Et puis, elle est, et ce n'est pas le cas de toutes les écoles d'ingénieurs privés, elle a le label enseignement supérieur privé d'intérêt général. Et puis enfin, l'EXI est membre du groupe ISAE. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe ISAE? C'est un groupe d'écoles qui sont membres avec l'école Super-Héros. Donc pourquoi? Parce que l'EXI en fait forme des ingénieurs dont la majorité des étudiants, enfin des ingénieurs, vont travailler dans des entreprises qui travaillent de près ou de loin pour le spatial ou l'aéronautique. Ensuite, l'EXI a comme ADN d'avoir en fait toute sa pédagogie centrée sur l'expérience des étudiants. Pourquoi c'est important? Parce que on apprend mieux quand la pédagogie est vraiment tournée vers les nouvelles façons d'apprendre. Et donc, on s'attache pour tous les cours, y compris les cours de prépa intégrés, à mettre un maximum de projets, de mise en situation qui permettent de mieux appréhender les concepts complexes. Ensuite, et c'est vraiment important, c'est que oui, ce sont des formations, la formation d'ingénieur, on le verra, est très exigeante, mais ça n'empêche qu'on peut vivre et étudier dans des environnements très agréables. Et donc, sur ces deux campus, Casablanca et La Rochelle, on est véritablement dans des environnements de travail qui sont totalement exceptionnels. On le voit là sur le plan de l'EXI La Rochelle, qui est situé au cœur du complexe de
campus de La Rochelle, avec la grande école de commerce Excelia qui est juste à côté, mais aussi l'université, l'IUT, et puis évidemment beaucoup de résidences aussi étudiantes qui sont tout autour de La Rochelle. Et puis on est à 10 minutes du cœur de ville de La Rochelle. Tout ça, en fait, forcément, ça aide les étudiants à se sentir bien, et quand on se sent bien, on apprend mieux. De la même façon, à Casablanca, c'est véritablement un campus où le dépaysement, en fait, est quotidien. On les invite évidemment à venir expérimenter cette expérience. Enfin, ensuite, une école d'ingénieurs généralistes, tout son intérêt aussi, c'est une vie associative riche, parce qu'on apprend aussi, on développe sa personnalité, aussi son réseau d'amis, au travers d'une vie associative. Et comme on le voit là sur l'image, on a tout autant des clubs tournés vers le sport, la musique, mais aussi vers des choses qui sont très techniques, comme par exemple avec C-Space, où les étudiants en fait doivent construire c'est un challenge en fait qui permet aux étudiants de construire une fusée, et ce challenge en fait regroupe beaucoup d'étudiants de toutes les écoles d'ingénieurs et grandes universités, tous les ans. Alors, Lexi, elle propose aujourd'hui, alors c'est vrai, elle a son diplôme d'ingénieur généraliste, donc qui est en 5 ans après le bac. Elle a aussi la particularité de proposer depuis 16 ans maintenant un double diplôme, on le voit tout en haut, le double diplôme MIND, qui est un double diplôme d'ingénieur d'affaires qui est réalisé avec Excelia Group. Et donc, il vient en fait à la suite du diplôme d'ingénieur. Et puis, à partir de cette année, on développe aussi un bachelor en intelligence artificielle et big data, en partenariat avec de nombreuses entreprises, en fait, rochelaises et niortaises, qui ont besoin de ces compétences dans leurs entreprises. Et donc, voilà, ce sera lancé à partir de cette année, seulement pour la 3e année post-bac. On ouvrira en 2022, pour la rentrée 2022, le post-bac. Alors maintenant qu'on a dressé en fait à grands traits l'école, on va pouvoir s'intéresser au diplôme d'ingénieur généraliste de Lexi. D'abord, qu'est-ce que c'est être ingénieur généraliste EXI? D'abord, c'est comprendre des systèmes complexes. Et ça, c'est important de le noter, parce que c'est vrai que être ingénieur, c'est une formation qui demande du travail. On ne devient pas ingénieur facilement. Il faut être en capacité de comprendre des choses un petit peu complexes, un peu denses. Et c'est parce que justement on est formé sur ces 5 ans la compréhension de ces systèmes complexes qu'on est en capacité d'avoir une vision réellement globale de projets d'ampleur. Alors, quand on a une image un petit peu des contenus sur 5 ans, on se rend compte, vous voyez, c'est assez équilibré, puisque on a tout autant des sciences fondamentales de l'ingénieur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maths et de la physique, tout simplement, que des choses plus spécifiques en mécanique, en électricité notamment, mais aussi en management des entreprises. Et en organisation des entreprises, et puis en développement personnel. Enfin, et ça, c'est toujours quelque chose qui intéresse beaucoup les étudiants, parce que si on est ingénieur généraliste, on gagne aussi en expertise via une dominante. Alors justement, les dominantes, parce que c'est important, si on est ingénieur généraliste, ça permet d'avoir une vision globale, mais en termes de professionnalisation et j'allais dire, pour il faut aussi se passionner dans un domaine particulier pour gagner aussi en expertise. Et donc, à l'école, on propose
11 dominantes différentes qui sont rangées dans 4 univers, 4 grands univers enfin, on les a regroupés en fait en 4 grands univers. Alors le premier, c'est management et organisation des entreprises. Et donc, on propose aux étudiants d'approfondir notamment le management de la supply chain et transport international, qui, vous le savez, on le voit aujourd'hui, hein, mais qui est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Aussi bien en architecture réseau et système d'information, et puis enfin dans tout ce qui est transformation digitale des entreprises. Et là aussi, on le voit, on l'a vu ces derniers mois, à quel point c'était important. Ensuite, en data engineering, avec notamment une nouvelle dominante qui est lancée cette année, en ingénierie de la santé, qui permet aux étudiants, par exemple, d'étudier comment faire grandir un exosquelette en même temps qu'un enfant, par exemple, ou utiliser des données médicales et comment optimiser des calculs dans des systèmes complexes liés à la santé. On a aussi ouvert une nouvelle dominante qui s'appelle numérique responsable. Alors, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de former des ingénieurs qui sont vraiment au niveau stratégique de l'entreprise, puisque leur rôle est de transformer toute la stratégie numérique de l'entreprise. C'est aujourd'hui, on le voit, on stocke beaucoup de choses dans les clouds, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, comment optimiser ce stockage de données, comment le nettoyer aussi, mais aussi comment recycler tout le hardware. On sait que les entreprises utilisent tous les 3 ans, gros change d'ordinateur, de téléphone portable. Que sont ces ordinateurs et ces téléphones portables? Comment les recycler? Comment récupérer les terres rares? Voilà, c'est toutes les notions et les enjeux qu'ils étudient dans cette dominante de numérique responsable. Ensuite, on a donc un troisième univers qui est autour des systèmes énergétiques et de la construction et des transports durables, qui a énormément de succès pour les étudiants parce que on le voit, c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les entreprises. Comment rendre les habitations durables, comment faire en sorte que il n'y ait pas de dépenses d'énergie inutiles, comment les collectivités en sont très intéressées sur la mobilité, notamment le covoiturage en est une notion, mais voilà comment optimiser tous les transports au sein d'une collectivité pour améliorer les flux et faire des économies aussi. Et puis enfin, le quatrième univers qui passionne aussi beaucoup les étudiants, c'est autour donc de la mécanique, de l'aéronautique et de tous les systèmes. Notamment avec la mécatronique et puis la conception mécanique et industrialisation qui sont deux dominantes aussi qui ont le faveur des étudiants. Alors ensuite, on l'a vu donc. C'est une formation dont les contenus sont denses. On est sur 24, 28 heures de cours par semaine. Ça veut dire qu'en plus, il faut s'organiser pour les projets, pour les mises en situation. On a vu que sur les 2 dernières années, on pouvait se spécialiser dans une dominante particulière et colorer ainsi son parcours. Et puis, donc, le troisième volet, c'est le contexte interculturel. Alors, Lexi, vous le savez peut-être, est une école qui est classée numéro 1 sur le critère international depuis de nombreuses années dans Usine Nouvelle. Et pourquoi? Pourquoi ce classement prestigieux? Parce que d'abord, elle a 80 universités partenaires réparties dans le monde entier. Ensuite, parce qu'elle a 45 doubles diplômes à l'étranger. Donc, par exemple, des étudiants qui voudraient se spécialiser, qui auraient fait la dominante mécatronique et qui voudraient se spécialiser en robotique, vont faire un double diplôme avec une université prestigieuse au Japon. Les étudiants qui voudraient faire un double diplôme ingénieur-architecte et qui seraient donc en dominante BTP vont aller à Liège, dans l'université de Liège, pour pouvoir obtenir cette double diplomation.
Ensuite, l'EXI, c'est aussi une école qui possède des seules écoles d'ingénieurs françaises à délivrer le diplôme, le titre d'ingénieur, le même titre d'ingénieur français à l'étranger, donc sur son campus de Casablanca. Et donc, ce campus a aujourd'hui a été créé il y a aujourd'hui 16 ans. Enfin, donc on l'a vu, hein, donc il y a un contenu dense, la possibilité de se spécialiser dans les dernières années, de parcourir le monde aussi au moins un semestre, voire plus, hein, sur des doubles diplômes à l'étranger, mais c'est aussi toute la notion d'engagement et de compréhension des grands enjeux des entreprises et de développement des soft skills. Alors là, ça va être vraiment du multifacette. D'abord, sur cette chose-là, on a d'abord les stages, évidemment, et on voit que sur les 5 ans du diplôme d'ingénieur, les étudiants ont l'occasion tous les ans d'aller réaliser un stage en France ou à l'étranger. On les pousse à partir à l'étranger parce que, bien sûr, ça augmente leur parcours académique et ça agrémente finalement leur profil pour mieux s'insérer dans l'entreprise de leur choix à la fin de leurs études. Ils peuvent aussi, lors des premiers stages, en première ou en deuxième année, partir en humanitaire. On a des partenariats aussi avec des associations pour ça. Ensuite, les étudiants, dès la 3e année, peuvent choisir de faire les 3 dernières années, hein, donc le cycle ingénieur, ils peuvent le réaliser en apprentissage. Ou alors, s'ils décident de le faire en classique, ils peuvent aussi décider pour la dernière année de faire leur dernière année en contrat de professionnalisation. Alors, sans rentrer dans le détail de la différence entre l'apprentissage et le contrat de professionnalisation, il faut comprendre que c'est un système qui est extrêmement bénéfique pour l'étudiant. D'abord, la formation est totalement prise en charge par l'entreprise via ce qu'on appelle les OPCO, hein, c'est des organismes paritaires collecteurs de la taxe d'apprentissage. Ils sont rémunérés, et ça c'est important, donc ils sont indépendants. Et puis surtout, ils gagnent sur leur parcours professionnel, sur leur profil, parce que pendant 3 ans ou 1 an, ils sont complètement insérés dans une équipe et ils ont des missions qui vont bien au-delà de ce qu'on peut avoir en stage. Ensuite, toutes les promotions, tous les ans, en fait, toutes les promotions de l'école sont parrainées par des entreprises. On le voit qu'en 2015, la promotion 2015 avait été parrainée par Vinci, et de nouveau, donc c'est cette année, la promotion 2023, donc c'est celle qui va être diplômée en 2023. Donc cette année, elle est en première année du cycle ingénieur. Et encore une fois parrainée par Vinci. C'est pour les entreprises l'occasion de faire, j'allais dire, un peu de marketing RH, parce qu'ils viennent dans l'école, pendant 3 ans, ils suivent les étudiants, ils les accompagnent, ils font des conférences spécifiques hein, sur leur métier, sur leurs enjeux, et l'idée, c'est pour eux aussi d'attirer les étudiants dans leurs organisations. Alors, justement, si on voit un petit peu plus spécifiquement l'insertion professionnelle, on voit que les étudiants s'insèrent un peu dans tous les secteurs d'activité, mais comme je vous le disais en préambule, en majorité, 32% s'insèrent dans l'aéronautique, le spatial et l'automobile, ce qui vaut donc à l'école d'être dans le club très prestigieux et très fermé des écoles du groupe ISAE. Enfin, intégrer une école, et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup à l'école, c'est au-delà d'intégrer une école et justement de se faire
des amis, c'est intégrer un réseau, le réseau des anciens, ce qu'on appelle, nous, dans les grandes écoles et universités, on appelle ça les alumni. Donc, c'est tous les diplômés. On a 10 000 à l'EXI, 4 500 sont en activité professionnelle. Et c'est certain que c'est par le réseau souvent que on peut avoir une belle opportunité professionnelle. Et c'est donc on leur apprend à cultiver dès la première année, le premier jour à l'école, cette capacité à travailler en réseau, à faire fonctionner leur réseau, à s'entraider. Parce que le réseau, ça ne fonctionne pas au moment où on demande de l'aide, mais aussi en aidant les membres du réseau. Et on favorise au maximum les interactions entre les diplômés et les étudiants. Par exemple, la semaine prochaine, une conférence avec un ancien de l'école, un diplômé de l'école qui travaille aujourd'hui chez Google à San Francisco et qui va s'exprimer auprès des étudiants pour leur expliquer un peu toutes les avantages finalement d'une crise. Alors, ça peut être un peu, voilà, mais toutes les opportunités qui peuvent se dessiner, pas seulement chez Google, mais aussi dans d'autres entreprises, et comment il faut voir cette crise comme une opportunité lorsqu'on est ingénieur. Enfin, et c'est vraiment une marque de l'école parce que 15 à 20% des heures de formation sont dédiées à cette spécificité. On porte beaucoup d'intérêt au développement des soft skills à l'EXI, parce qu'on a conscience d'une chose, c'est que être ingénieur, oui, c'est beaucoup d'académique, je veux dire, c'est être brillant, cette capacité à comprendre des choses qui sont pas simples, mais la capacité justement à travailler ensemble, à penser au collectif, à comprendre comment ça s'insère dans une logique d'entreprise, à faire grandir aussi les autres dans une équipe. Tout ça, ça s'apprend, et ça s'apprend pas lors d'un module, mais ça s'apprend tout au long des projets, tout au long des actions qui vont mener pendant 5 ans à l'école. Et puis, chemin faisant, parce que justement, ils s'engagent dans des associations, ils s'engagent dans des projets, ils s'entraident. On voit que les étudiants, en fait, développent aussi leur talent, leur confiance en eux. J'allais dire cette confiance en eux qui est solide parce qu'elle est basée sur l'expérience. Alors, j'allais dire, bon, surtout dans cette période très particulière où on fait une forme, enfin, on vous présente tout ça de façon digitale. Il est très important en fait de s'assurer que c'est bien des études pour vous et que l'EXI vous correspond. Et donc, et ça fait 16 ans qu'on propose ça. C'est l'opération Essai. Et si seulement j'aimais l'ingénierie. Donc 16 ans que ça existe, on le fait avec d'autres écoles, d'autres écoles aussi sont insérées dans cette logique-là. Mais je vous invite vraiment à venir 2 jours à l'école. Venez tester la formation d'ingénieur. Venez vous asseoir sur les mêmes bancs que des ingénieurs, suivre des cours comme eux, discuter avec eux, discuter avec les enseignants, goûter à la vie de campus, même si cette année c'est un peu particulier, ça va l'an prochain, on espère que ce sera de nouveau dans un fonctionnement normal. On a 2 sessions, c'est pendant les vacances de février. Voilà, c'est généralement aussi un bon moment à passer, mais surtout, ça va vous permettre de répondre à 2 questions fondamentales. La première, c'est est-ce que c'est vraiment pour moi les écoles d'ingénieurs? Est-ce que cette formation-là va me convenir? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est à l'EXI que je veux travailler ou est-ce que c'est dans une autre école? Et donc, voilà, ne nous croyez surtout pas sur parole. Venez tester avec cette logique d'ingénieur finalement, de venir expérimenter pour tirer vous-même vos propres conclusions.
Alors, on arrive à la partie la plus intéressante, le concours, Raphaël. Alors, la plus intéressante, mais maintenant que vous nous avez donné envie de rejoindre Lexi La Rochelle, comment est-ce qu'on fait pour intégrer? Alors, je vais quand même, au vu du profil des gens qui sont avec nous cet après-midi, je vais beaucoup me concentrer sur la procédure Parcoursup et le concours à venir. Mais on a de nombreuses possibilités d'admission. Alors, je veux bien que vous mettiez la diapo suivante, Anne-Ségolène, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, merci. Donc, vous l'avez compris, comme Anne-Ségolène vous l'a exposé, on est une école en 5 ans que l'on peut intégrer directement après le baccalauréat. Mais on a une autre voie d'entrée très importante, c'est après les classes préparatoires aux grandes écoles. Après 2 ans de prépa, ben, on passe les concours et on peut rejoindre l'EXI en troisième année, c'est-à-dire en première année du cycle ingénieur. Ou bien on peut aussi, en candidatant directement auprès de l'EXI, intégrer notre formation d'ingénieur par apprentissage qui délivre exactement le même diplôme d'ingénieur que sous statut étudiant. Et puis, on a un certain nombre d'étudiants qui nous rejoignent chaque année après une ou plusieurs années d'études dans d'autres établissements d'enseignement supérieur qui nous rejoignent suivant leur niveau en première, deuxième, troisième, voire quatrième année. Alors, pour ceux qui sont actuellement en terminale, la voie d'entrée qui peut vous intéresser, c'est la première année post-bac. Et ça se passe sur Parcoursup par l'intermédiaire du concours à venir. Alors, combien de temps de place disponible tous les ans, Raphaël? Alors, pour les lycéens qui sont actuellement en terminale générale, on ouvre 120 places à la rentrée prochaine. Et pour les lycéens actuellement en terminale STI 2D, on ouvre 5 places. Alors, est-ce qu'on fait partie d'un club aussi qu'on a conçu d'ailleurs? On est à l'origine de ce concours à venir. On est membre fondateur du concours à venir. Donc le concours à venir, c'est un regroupement, une association de 7 écoles d'ingénieurs qui représentent au total 12 campus, avec une multiplicité de parcours et de spécialisations possibles, et notamment à Alexis La Rochelle, grâce à nos 11 dominantes et à tous nos partenaires à l'international, mais aussi en France pour les doubles diplômes. Donc, le concours à venir sur Parcoursup, je vais d'abord prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer Parcoursup. Vous voyez ce qui est écrit actuellement. On a recopié ce qui est précisé sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc Parcoursup, qui est la plateforme par laquelle tous les lycéens vont choisir leur orientation dans l'enseignement supérieur à la rentrée prochaine. Voilà les règles qu'on vous donne. On vous dit 10 vœux ou vœux multiples maximum au total. Les vœux multiples, c'est des regroupements par type de formation, donc par exemple les classes préparatoires, les IUT, les BTS, les écoles d'ingénieurs et certaines licences. Et puis on vous dit, attention, par vœux multiples, c'est 10 sous-vœux au maximum et 20 sous-vœux maximum au total. Et puis les sous-vœux des écoles d'ingénieurs ne sont pas pris en compte. Alors, je vais volontairement énoncer ces règles très rapidement. Et c'est vrai que quand on le découvre pour la première fois, Parcoursup, on a l'impression que c'est un monstre. Mais vous allez voir, c'est un monstre qui est gentil au fond. Et on va vous apprendre à l'apprivoiser cet après-midi. Alors, tout d'abord, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Justine qui est en train de constituer son choix d'orientation pour la rentrée prochaine sur Parcoursup. Alors, Justine est intéressée par les prépas MPSI. Donc, elle choisit un vœu multiple, prépa MPSI. Et puis, dans ce vœu multiple, elle doit choisir 5 sous-vœux, c'est-à-dire des lycées qui proposent cette formation-là. Et donc, elle choisit 5 lycées qui proposent la prépa MPSI. Alors, vous voyez, vous affichez ici le compteur. Donc, on est à un vœu parmi les 10 vœux au total autorisés et 5 sous-vœux parmi les 20 sous-vœux maximum autorisés.
Et puis Justine, elle est aussi intéressée par les études en informatique et elle a regardé du côté des IUT en informatique. Donc elle rajoute un autre vœu multiple DUT informatique et elle choisit 6 IUT qui proposent cette spécialité. Donc le compteur va s'afficher, vous allez avoir 2 vœux pour Justine dans la limite des 10 vœux au total et donc 5 plus 6, 11 sous-vœux parmi les 20 sous-vœux au maximum. Et puis Justine, quand même, les écoles d'ingénieurs, ça l'attente, et en particulier l'EXI La Rochelle. Du coup, elle rajoute un vœu multiple, c'est le concours à venir. Et 7 sous-vœux parmi le concours à venir, l'EXI La Rochelle, bien évidemment, et puis 6 autres écoles du concours à venir. Donc, vous voyez que là, elle est passée de 2 à 3 vœux parmi les 10 vœux maximum autorisés, mais elle est restée à 11 sous-vœux, puisque l'avantage des écoles d'ingénieurs, c'est que les sous-vœux ne comptent pas dans la limite des 20 sous-vœux maximum. Et donc, Justine, toujours intéressée par les classes préparatoires, vous vous rappelez, elle avait candidaté en MPSI. Cette fois, elle candidate aussi sur des prépas PCSI. Elle rajoute 10 sous-vœux, c'est-à-dire 10 lycées qui proposent cette formation. Et on va vous afficher le compteur de Justine. Alors, elle est passée à 4 vœux dans les 10 vœux maximum autorisés. Mais comme elle a rajouté 10 sous-vœux, 10 lycées, là, elle est à 21 sous-vœux, alors que le total, c'est 20 maximum. Donc là, c'est pas possible. Il faut qu'elle élimine un de ses sous-vœux. Et donc, par exemple, elle choisit d'éliminer la dernière prépa de lycée. Et donc, elle rentre dans le rang pour rester dans la limite des 20 sous-vœux maximum. Alors, attention. À partir de maintenant, là, je vais demander votre attention. Interro. Oula, je ne sais pas si je vais savoir répondre, Raphaël. Alors, je vous rappelle les compteurs de Justine. Elle a 4 vœux parmi les 10 vœux maximum autorisés et elle est à 20 sous-vœux parmi les 20 sous-vœux maximum autorisés. Est-ce que Justine peut rajouter un DUT statistique et informatique décisionnelle à sa liste? Alors, je vous laisse quelques petites secondes pour répondre et la réponse est non. Non. Parce que, alors, en rajoutant cette filière de DUT, ça lui rajouterait un vœu parmi les 10 vœux maximum autorisés. Donc là, elle est parfaitement dans les clous. En revanche, il faudrait qu'elle choisisse un IUT qui propose cette spécialité, c'est-à-dire rajouter un sous-vœu alors qu'elle a déjà atteint le nombre maximal de 20 sous-vœux. Donc, non, ce n'est pas possible. Allez, une autre petite question pour vérifier qu'on a bien compris. Est-ce que Justine peut candidater à d'autres écoles d'ingénieurs, par exemple celle du groupe INSA? Alors, je vous laisse dire. Normalement, oui, Raphaël, puisqu'on a vu que les écoles d'ingénieurs comptaient pour un seul vœu. Tout à fait, Anne-Ségolène, mais vous êtes trop forte, Anne-Ségolène. Oui, je sais. C'est peut-être parce que je travaille dans une école. Voilà. L'avantage des écoles d'ingénieurs, c'est effectivement qu'on ne rajoute pas de sous-vœux supplémentaires. Bon, si vous avez su répondre à ces 2 questions, vous êtes maintenant des experts de Parcoursup. De toute façon, le système est bien fait parce que lorsqu'on arrive au nombre de sous-vœux maximal, il dit qu'on ne peut plus en faire. Quand on regarde, ça laisse quand même beaucoup de possibilités, en fait, si on choisit effectivement, un peu comme Justine, si on va brasser très, très large autour de ses intérêts. Tout à fait, tout à fait. Alors, Parcoursup, on vous a présenté la partie candidature. Maintenant, je vais vous parler de la partie affectation. Donc, vous candidatez à toutes les formations, chacune avec son processus de sélection. Et on va prendre 2 exemples. L'exemple de Justine, que vous connaissez bien maintenant, et l'exemple d'Adrien. Alors, Justine et Adrien, ils ont candidaté à pas mal de choses sur la plateforme Parcoursup. Et même si la hiérarchie de leurs vœux ne leur est pas demandée, ils ont bien entendu les conseils qu'on leur a pu leur donner et ils ont gardé une hiérarchie en tête. Adrien, lui, ce qu'il veut à tout prix faire à la rentrée prochaine, c'est l'EXI La Rochelle. Et puis, au cas où il ne serait pas admis à l'EXI La Rochelle, il aimerait bien aller dans la prépa du lycée A. Ensuite, en 3e choix, il aimerait bien aller à l'ESTACA sur le campus de Laval. Et puis en 4e choix, si jamais il n'était pas pris dans ses 3 premiers vœux, il aimerait bien aller à l'INSA Lyon. Et puis Justine, elle, ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est plutôt une classe préparatoire. Alors, elle a mis 2 lycées dans ses vœux. Et puis, si jamais elle n'était pas prise, elle a mis l'EXI La Rochelle. Et puis, si jamais elle n'était pas prise dans ces 3 vœux-là, elle a aussi candidaté à un IUT.
Alors, Adrien et Justine se connectent à Parcoursup le 27 mai, jour des premiers résultats. Et donc, chaque formation à laquelle vous avez candidaté vous donne une réponse qui peut être soit un refus de votre candidature, soit une acceptation de votre candidature, soit vous mettre en liste d'attente. Donc, le pauvre Adrien, lui, ce qu'il voulait à tout prix, c'était l'Exil-La Rochelle. Et malheureusement, il n'est pas admis là, le 27 mai. Il est en liste d'attente. En revanche, il est admis à l'Estaca Laval et dans la classe préparatoire. Et puis, il est en liste d'attente à l'INSALI. Justine, elle est admise dans ses 3 premiers lieux, donc c'est 2 classes prépa et à l'Exil-La Rochelle. La règle, c'est que à partir du 27 mai, vous avez 5 jours pour répondre. Et quand on vous propose plusieurs formations, quand il y a plusieurs formations qui vous admettent, vous devez en garder une et une seule, et donc renoncer à toutes les autres. Justine et Adrien répondent le 28 mai, donc ils respectent parfaitement le délai des 5 jours. Donc Adrien, lui, voilà, il garde la classe préparatoire, il renonce à l'Estaca Laval, et il décide de garder la liste d'attente à l'Exil-La Rochelle, parce que c'est vraiment ça qu'il veut intégrer. Justine, elle, elle est admise dans sa prépa préférée, donc elle garde la prépa à laquelle elle avait candidaté et elle renonce à tous les autres. Voilà. Ensuite. Et alors, il y a un deuxième tour, heureusement, qui est organisé, Raphaël. Et heureusement, en fait, il y a plus qu'un deuxième tour. C'est au fur et à mesure que des candidats qui sont admis dans des formations refusent à ces propositions, ben, ça libère des places et ça débloque les listes d'attente. Et donc, c'est ce qui se passe, parce que quand même, j'avais envie de vous raconter une histoire qui se termine bien pour Adrien, puisque Justine a renoncé à son admission à l'Exil-La Rochelle. Lorsque Adrien se reconnecte à la plateforme le 29 mai, eh ben, il a une bonne nouvelle, Anne Ségolène. Adrien, voilà, il est admis à l'Exil-La Rochelle. Donc, il reste toujours admis dans la classe préparatoire à laquelle il a répondu oui, ça m'intéresse, mais je continue à être en liste d'attente à l'Exil-La Rochelle. Et donc, Adrien, il se retrouve le 29 mai avec 2 propositions d'admission. Il a toujours cette même règle. Sur 2 propositions d'admission, vous devez en garder exactement une et une seule. Et ça tombe bien, Adrien. Il est ravi, il voulait aller à l'Exil-La Rochelle et donc il nous rejoindra à la rentrée prochaine. Voilà comment se passe le processus d'affectation au sein de Parcoursup. Donc, le bon conseil, Raphaël, c'est quand même d'avoir cette première hiérarchisation en tête, d'avoir bien fait son enquête avant et de savoir finalement où on veut aller pour pas subir une décision de Parcoursup, parce qu'on le voit, sauf lorsqu'on est refusé comme Justine à l'IUT. Sinon, si on est en liste d'attente, on peut de 5 jours en 5 jours, puis en 3 jours, hein, ça diminue un peu au fil de l'eau, mais finalement, on peut intégrer la formation de son choix si on est un peu patient. Exactement, Anne-Ségolène. Donc comme vous l'avez précisé, ce qui est vraiment le conseil qu'on peut donner, c'est ayez une hiérarchie de tous vos vœux dans votre tête, parce que le délai de réponse, c'est 5 jours au début, puis 3 jours, et en fin de procédure, c'est même une journée. C'est très court pour décider si on n'a pas réfléchi au préalable. Voilà. Alors, et justement, je vois qu'il y a donc Armand qui demande s'il y a une importance dans les vœux sur Parcoursup, et non, parce que, donc comme on l'a dit, hein, on est plus dans le système APB, il n'y a plus de hiérarchisation officielle déclarée dans Parcoursup. C'est finalement quand vous avez vous êtes admis, vous pouvez être admis dans plusieurs formations, et c'est à vous de décider si vous voulez y aller ou pas. Donc, c'est votre hiérarchisation qui compte dans votre tête, en fait. Voilà. Pas une hiérarchisation officielle déclarée dans le système. Exactement. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on vous a parlé un petit peu de Parcoursup, on vous rappelle le calendrier. Donc, dès le 21 décembre, vous pouvez consulter toutes les formations présentes sur Parcoursup et comment candidater. À partir du 20 janvier, ouverture des candidatures qui se termine le 11 mars. Donc, ne ratez pas cette date butoir du 11 mars. Hein. Si vous n'avez pas formulé vos vœux avant le 11 mars, ce sera plus possible après. Ensuite, passé le 11 mars, vous avez jusqu'au 8 avril pour compléter vos différents dossiers. Entre le 8 avril et, disons, le 15 mai,
Toutes les formations vont procéder à l'examen des candidatures, alors chacune avec ses procédures. Puis le 27 mai, la publication des premiers résultats. Et puis, comme on vous l'a exposé, avec ce jeu d'affectation, de renoncement, de liste d'attente, etc., les affectations se font au fil de l'eau jusqu'au 16 juillet, date de fin de la procédure principale Parcoursup. Alors, justement, Raphaël, Hugo demandait, mais si je comprends bien, vous expliquez le calendrier Parcoursup et Parcoursup, est-ce qu'il y a vraiment un concours à venir? Comment ça s'organise ce concours à venir au sein de Parcoursup? Eh ben, c'est ce qu'on va vous exposer maintenant. Il y a un concours à venir, effectivement, avec des modalités très précises. Alors, la première chose, c'est qui peut candidater chez nous? Alors, on est vraiment, nous, on apprécie des profils ouverts, des étudiants curieux, ouverts sur le monde, désireux d'apprendre plein de choses différentes. Hein. Ça, c'est quand même la caractéristique d'une école d'ingénieurs généralistes comme la nôtre. Mais bien évidemment, on reste une école d'ingénieurs. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de suivre la spécialité mathématique en première et en terminale. Et en première, de choisir une autre spécialité scientifique, en plus des mathématiques. Donc, sciences physiques, sciences de l'ingénieur, le numérique ou la SVT. Et de garder cette spécialité, cette deuxième spécialité scientifique en terminale. Alors, il y a une option mathématique experte. Elle est absolument pas obligatoire, même si elle sera bien évidemment appréciée par le jury qui analysera les candidatures au sein du concours à venir. Alors, je vois qu'on a des étudiants qui sont STI 2D et qui disent, mais alors, est-ce qu'on peut vraiment intégrer Parcoursup, est-ce qu'on peut vraiment être candidat sur le concours à venir avec un bac STI 2D? Est-ce qu'il y a des places pour nous, Alexis? Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une procédure qui est légèrement différente de celle des terminales générales, mais le concours à venir a aussi cette déclinaison destinée aux lycéens qui sont actuellement en terminale STI 2D. D'accord. On va vous exposer ça un petit peu dans le détail. Un petit peu plus tard. Voilà. Alors, concours à venir, il y a une partie analyse du dossier scolaire, mais il y a aussi une partie épreuves écrites qui sont bien maintenues. Elles auront lieu le dimanche 25 avril. Alors, pourquoi conserver ces épreuves écrites? En premier lieu, une situation sanitaire qui semble s'améliorer. Hein. On est optimiste par nature à Alexis. Et d'ailleurs, actuellement, même si une partie de nos enseignements se font en distanciel, on a quelques parties de nos enseignements qui se font en présentiel, hein, comme les travaux pratiques, qui nécessitent la manipulation de matériel. Et puis, tous nos examens se déroulent actuellement en présentiel. Et puis, si tout va bien, on croise les doigts, toujours, on est optimiste, mais on devrait pouvoir reprendre les cours en présentiel dès le 3 février 2021. Et puis, je vous rappelle par ailleurs que les épreuves du bac sont quand même maintenues. Hein. Oui. Par ailleurs, ce qui nous motive pour garder ces épreuves écrites au concours à venir, donc le dimanche 25 avril, c'est que, au fond, quand vous regardez tous les autres concours d'école d'ingénieurs sur Parcoursup, la plupart d'entre eux ont décidé de supprimer les épreuves écrites. Et au fond, ils vont tous analyser les dossiers à partir des mêmes éléments. Donc, je pense qu'ils vont faire à peu près les mêmes classements, à peu de choses près. Donc, garder les épreuves écrites, ça permet vraiment de se différencier, d'avoir un classement différent des autres concours, et notamment repérer des profils qui ne le seraient pas sans ces épreuves écrites. Et puis, c'est aussi l'occasion de donner une deuxième chance à des candidats qui, vous savez ce que c'est, Anne Ségolène, hein, parfois, on est en classe de première, on ne sait pas encore vers quelles études on veut se diriger, on n'a pas encore fait son choix d'orientation, donc c'est parfois difficile de se motiver, d'obtenir de bons résultats. Et puis, quand
quand on découvre sa vocation sur le tard et qu'on se dit ah mince, si j'avais su, j'aurais travaillé bien plus tôt. Ben voilà, les épreuves écrites, Oui, ça permet de remettre tout le monde sur un pied d'égalité et finalement de favoriser les étudiants qui vont rattraper un retard qu'ils auraient pu accumuler en première, par exemple, et par du travail personnel, voilà, pour se hisser au niveau des attendus. Et alors, Raphaël, est-ce que vous avez un conseil peut-être à donner aux étudiants, enfin aux lycéens qui voudraient passer, qui voudraient passer le concours? Est-ce qu'il vaut mieux prendre le centre parisien ou prendre un centre en province, voire Alexis? Alors là, c'est vraiment au choix du candidat. Voilà, je vous rappelle la date des épreuves écrites pour les terminales générales, c'est le dimanche 25 avril. Alors si ce dimanche-là, vous êtes en week-end à La Rochelle parce que vous avez décidé avec vos parents de vous reposer un peu du côté de l'île de Ré, par exemple, bah, vous pouvez très bien décider de venir passer les épreuves écrites chez nous. On sera heureux de vous accueillir. En plus, depuis notre salle d'examen, vous aurez vue sur l'océan. C'est avant tout un choix géographique. Si vous êtes domicilié en région parisienne et si le 25 avril vous êtes en région parisienne, ben, choisissez le centre parisien, bien évidemment. Il faut simplifier la vie le jour des épreuves. Et peut-être le conseil qu'on peut donner aux futurs candidats, c'est d'arriver bien en avance, hein, parce que c'est toujours très stressant et on se retrouve avec souvent beaucoup de monde, hein, au moment de l'examen. Combien on a eu de candidats l'an dernier, Raphaël, en tout? Alors, au total, sur le concours à venir, on avait plus de 10 000 candidats. 10 000 candidats, voilà. Donc ça fait du monde sur le même jour, même si on l'éclate finalement sur plusieurs campus et plusieurs écoles. Alors, on va peut-être rentrer encore en détail dans cette procédure de sélection du concours à venir. Donc voilà, on vous expliquait l'intérêt de conserver des épreuves écrites et d'avoir une vraie deuxième chance pour nos candidats. Et bien évidemment, on le fera dans le strict respect des règles sanitaires. Ouais. Alors justement, on rentre, je vois qu'il y a plein de questions sur le concours. Il y a un étudiant qui disait attention parce que les maths expertes, vous dites que c'est pas obligatoire de faire des maths expertes, mais visiblement c'est dans le programme de l'examen de mathématiques. Alors, on n'interrogera pas. Les épreuves écrites sont vraiment basées sur les enseignements de spécialité. Donc tout ce qui est spécifique aux maths expertes ne figurera pas dans le contenu de l'épreuve de mathématiques. Donc 3 épreuves écrites le 25 avril, une épreuve de mathématiques, hein, vous voyez c'est le plus fort coefficient 6, hein, 1h30, 45 questions, une épreuve de sciences, donc il faudra choisir une spécialité entre physique numérique, sciences de l'ingénieur ou SVT, coefficient 4 avec 30 questions. Et puis une épreuve d'anglais de 30 minutes, coefficient 2. Alors, ces épreuves écrites, elles se déroulent sous forme de QCM, c'est-à-dire qu'on vous pose une question et on vous propose 4 réponses. Et sur ces 4 réponses qui vous sont proposées, exactement une et une seule est une réponse correcte. Alors attention, c'est un format QCM, on est sur un concours. Donc en cas de réponse correcte, vous gagnez 3 points, mais en cas de réponse fausse, vous perdez 1 point. Donc peut-être le petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est si vous ne savez pas, ne répondez pas au hasard. Et mieux vaut ne pas répondre et ne pas avoir de pénalité plutôt que de répondre faux. Alors, 2 types de questions, si vous voulez. Des questions où la réponse est presque instinctive, hein. C'est le cas, par exemple, en anglais. Hein, on vous pose une question, on vous propose 4 possibilités. Et vous savez ou vous ne savez pas. Là, c'est presque instinctif, il n'y a pas de réflexion. En revanche, en mathématiques ou en sciences,
on vous pose une question. Là, ça va nécessiter un petit peu de travail de votre part et un calcul au brouillon. Donc, vous allez faire votre calcul, vous allez trouver la solution. Et ensuite, il n'y a plus qu'à espérer que la solution que vous avez trouvée au brouillon corresponde à une des 4 solutions qui vous sont proposées. Et sans vouloir vous vexer, si jamais vous ne tombez pas sur une des 4 solutions qui vous sont proposées, bah, il y a de plus fortes chances que ce soit vous qui vous soyez trompé plutôt que les concepteurs. Voilà. Oui, parce que ça a été bien vérifié. Hein. On y travaille. Voilà. Et puis, vous voyez que dans le classement final, on conserve quand même la trace du dossier scolaire. Hein. Tous nos candidats voient leur dossier scolaire à analyser. On regarde les notes en première et en terminale, les résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat. On regarde le niveau du lycée d'origine, les spécialités, etc. Et tout ça, ça nous aura permis de constituer une note de dossier scolaire qui est conservée dans le classement final. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle aussi on n'a pas d'épreuve de français à proprement parler, parce qu'on prend en compte les épreuves anticipées du baccalauréat. Tout à fait, Anne-Ségolène. Voilà, c'est une question qui était posée, c'est pour ça que je vous la pose. Et Léopold demande si la calculatrice est autorisée, Raphaël. Bien sûr que non, Anne-Ségolène, bien sûr que non. Et non. Donc, quel conseil on peut donner aux étudiants, à nos futurs étudiants? C'est peut-être de réviser leur table. Alors, réviser leur table de multiplication, hein, ça c'est toujours utile. Et puis, les rassurer, hein, les épreuves écrites du concours sont tout à fait faisables sans calculatrice. Bien évidemment, faut connaître un peu ses ordres de grandeur et bien évidemment ses tables de multiplication. Alors, il y a un autre étudiant qui demande, enfin un autre futur étudiant peut-être, qui demande quels sont, en fait, sur le concours, en mathématiques notamment, comment s'entraîner? Est-ce qu'on peut prendre les anciennes annales du concours à venir ou est-ce qu'on va mettre en ligne peut-être un sujet zéro pour qu'il puisse se mettre dans l'idée, en tout cas philosophie de ce qu'on va leur demander. Exactement. En fait, avec la réforme du bac, on a quand même modifié nos épreuves écrites. Et du coup, c'est une première édition suite à cette réforme du bac, on mettra en ligne ce qu'on appelle un sujet zéro. On a demandé à nos concepteurs, en plus du sujet qui sera proposé à nos candidats le 25 avril, de concevoir un sujet. Donc, vous pourrez tester vos connaissances sur ce sujet zéro qui vous donnera une idée de ce qui vous attend le 25 avril. Le jour J. Voilà. En revanche, pour l'anglais, pas de changement majeur. On est toujours sur le même format et en durée et en nombre de questions. Donc, on peut tout à fait s'entraîner avec les annales, puisque le concours à venir existe depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il va sortir ce fameux sujet zéro? À partir de quand vont-ils pouvoir s'entraîner? Alors, ce sera en début d'année 2021. Peut-être si je peux donner un petit conseil, c'est de garder ce sujet zéro sous le coude pour pas le tenter trop vite. Notamment pour une raison, c'est que si vous le tentez trop vite, peut-être que vous n'aurez pas vu avec votre professeur en classe de terminale l'intégralité du programme. Voilà. Parce qu'on est d'accord que c'est sur le programme du bac. Exactement. Vraiment, on prendra le programme du bac et on ne sortira pas de ça. Et c'est vraiment intéressant de garder ce sujet zéro pour s'entraîner en conditions d'examen. C'est-à-dire, vous connaissez la durée des épreuves. Voilà, vous vous lancez, pendant 1h30, prenez le sujet zéro de maths, mettez-vous en condition concours, donc sans calculatrice, et travaillez et regardez votre performance à la fin de cette heure 30. On précise que bien sûr, en physique, en numérique, en SI et en SVT, la calculatrice est interdite aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, la grande question que les étudiants, les élèves de première nous posent souvent, c'est quelle deuxième spécialité choisir en terminale?
Alors, finalement. en terminale, donc les maths indispensables, hein, de conserver les maths, hein, pas d'études d'ingénieur sans un solide C'est socle clair. mathématique. Et puis après, la deuxième spécialité, c'est vraiment au choix. Conserver donc une spécialité scientifique. Alors, peut-être la SVT et peut-être la spécialité qui préparait le moins aux études d'ingénieur à l'EXI, encore que avec toutes nos dominantes, c'est toujours utile. Mais peut-être voilà, physique, numérique ou sciences de l'ingénieur, vraiment sur ces trois spécialités. Pas de conseils donnés de notre part. Choisissez vraiment la spécialité qui vous intéresse le plus, parce que nous sommes convaincus on réussit mieux dans une spécialité qui nous intéresse et qu'on a choisi. Toujours. Voilà. Il faut toujours choisir. Alors, un tout petit mot sur l'épreuve de sciences, hein, qui est liée à une spécialité. Donc, dans chacune des spécialités, on va vous proposer 30 questions. Donc, 30 questions de physique, 30 questions de SI, 30 questions de numérique ou 30 questions de SVT. Et puis, en plus de ces 30 questions, on va vous poser 9 questions bonus qui concernent les autres spécialités, parce qu'on a envie de favoriser les étudiants curieux et qui sont capables de répondre à des questions dans d'autres spécialités que celles qui sont conservées en terminale. On a envie de valoriser cette curiosité. Donc, 9 questions bonus, et vous n'aurez le droit de répondre qu'à 6 questions parmi ces 9 questions bonus. Donc, un bonus, c'est une valorisation, mais c'est vraiment un bonus, puisqu'on on le limite. Voilà. Très bien. Et donc, par exemple, imaginons que j'ai fait maths et numérique et que je me sens pas très à l'aise en numérique et que j'ai envie d'aller tester plutôt l'examen de physique parce que j'ai de bons restes de ma première, hein, et que j'ai révisé le programme de l'année du bac. Et voilà. Est-ce que c'est possible, Raphaël, ou est-ce que je suis coincée dans ma deuxième spé numérique? Non, là-dessus, c'est vraiment notre philosophie. On laisse le choix au candidat, même si la recommandation que je vais faire, c'est que c'est quand même plus Un peu judicieux, dangereux. je pense, de présenter aux épreuves du concours à venir la spécialité qu'on a suivie et en première et en terminale. Voilà. Mais c'est possible, c'est possible. C'est possible. Voilà. On a, on va passer à la diapo suivante parce qu'il y a plein de questions en fait, hein, dans Ah le oui, chat. je vois ça, faut qu'on surveille l'heure pour qu'on. Oui, il faut qu'on tienne, on a encore un quart d'heure. Alors justement, se préparer aux épreuves écrites, Raphaël, comment est-ce qu'on fait pour bien se préparer pendant toute l'année de terminale? Alors, avant tout, faut bien travailler au lycée. Hein, ça c'est le premier conseil. Après, voilà, il y a les annales sur notre site internet. Vous avez une application mobile du concours à venir où on a demandé à nos concepteurs de mettre quelques questions, mais alors qui sont, pour les épreuves scientifiques, qui sont forcément des questions instinctives, donc des questions qui ne nécessitent aucun calcul. Et puis enfin, voilà, on organise des journées de préparation au concours à venir. Ouais. On fait ça dans tous les campus des écoles du concours à venir. Et pour l'Exil La Rochelle, là, on sera heureux de vous accueillir le samedi 3 avril pour cette journée de préparation au concours à venir, où on vous donnera tous les conseils. Et puis, on a demandé à nos concepteurs de concevoir des sujets inédits afin à nouveau de vous entraîner. Donc, inscription à ces journées de préparation au concours à venir sur le site internet du concours à venir dès le 18 décembre. Très bien. Et alors, comment ça fonctionne justement? J'ai beaucoup de questions là sur le chat sur comment le concours à venir, Parcoursup, tout le processus, l'étude de dossier. Et donc, justement, on va pouvoir répondre à ces questions dans cette diapo. Exactement. Donc, avant de convoquer nos candidats aux épreuves écrites, on réalise une étude de dossier, donc les notes de première et de terminale, plus la fiche à venir, les notes des épreuves anticipées du bac en première. Et puis, à chaque fois, quand on regarde la moyenne en mathématiques d'un de nos candidats, par exemple, on ne la regarde pas dans l'absolu, on la compare toujours à la moyenne de la classe.
Et puis on a quand même maintenant beaucoup d'années d'expérience, donc on a vraiment une idée très très précise du lycée d'origine, ce qui nous permet de traiter avec équité les candidats qui seraient dans un lycée entre guillemets dit élitiste et qui peuvent parfois avoir tendance à noter de façon très sévère leurs élèves, mais qui les préparent tellement bien à l'enseignement supérieur. Oui. Voilà. Donc, une première étude de dossier qui est basée sur tous ces éléments et un premier préclassement qu'on va réaliser autour de mi-avril. Et dans ce préclassement, il y a une petite minorité de nos candidats, Anne Ségolène, qui vont vraiment nous convaincre sur leur dossier scolaire. On va se dire, non, ceux-là, c'est pas la peine qu'on teste leur qualité aux épreuves écrites. Eux, on est sûr de notre coup, c'est ce qu'on appelle les grands classés. Et puis ça c'est une décision qu'on prend chaque année autour du 15 avril et on regarde toujours un peu posteriori ce qu'on avait raison de les déclarer grands classés et vous voyez qu'on se trompe pas puisqu'on on est presque uniquement sur des mentions bien et très bien au baccalauréat ensuite, et quand on dit bien et très bien c'est plutôt presque exclusivement des mentions très bien. Tous les autres candidats, personne n'est éliminé en terminale générale, sont convoqués aux épreuves écrites le 25 avril. Ils pourront montrer leur qualité aux épreuves écrites. Et puis, tout ça va nous permettre de définir le classement final du concours à venir, avec les grands classés qui seront classés avant tous les autres, et puis ceux qui étaient aux épreuves écrites qui seront reclassés en fonction de leurs résultats aux épreuves écrites. Donc alors, ouais. Et pour les terminales STI 2D, un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas d'épreuve écrite, des épreuves orales cette fois, qui auront lieu le samedi 17 avril. Donc à nouveau une analyse du dossier, un peu sur les mêmes éléments que pour les terminales générales. Des grands classés, des admissibles qui seront convoqués à l'entretien le 17 avril. Et puis vraiment, il y a quelques candidats en terminale STI 2D où dès l'analyse du dossier, on va se dire non, là, vraiment, ça nous paraît trop risqué le risque d'échec dans nos écoles d'ingénieurs, il est trop important. On préfère refuser votre candidature dès l'examen du dossier scolaire. Voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait évoquer aussi les étudiants qui ont déjà un bac+2, qui ont un DUT ou un BTS, Raphaël, rapidement. Alors, DUT ou BTS. Alors, BTS, en fait, pour les étudiants titulaires d'un bac+2 scientifique, il y a deux possibilités de rejoindre l'EXI en première année du cycle ingénieur, soit par apprentissage, soit en formation sous statut étudiant. Alors, pour un BTS, pour certains DUT, vraiment, on vous recommande la formation par apprentissage, qui permet sans doute mieux à nos apprenants d'exprimer leur qualité professionnelle. Dieu sait que les formations en IUT, en BTS sont de bonnes formations, mais ce sont avant tout des formations professionnalisantes. Et parfois, pour réintégrer un cycle ingénieur sous statut étudiant, on peut un tout petit peu manquer d'abstraction, disons. Voilà. Donc BTS et certains DUT plutôt du côté de l'apprentissage. Après, les DUT, par exemple, génie mécanique et productique ou mesures physiques, qui sont des IUT dont la formation est très générale et correspond bien à notre esprit d'école généraliste. Ils peuvent candidater donc par la plateforme Avenir Plus pour une intégration en première année du cycle ingénieur sous statut étudiant. Donc Avenir Plus, on va analyser votre dossier de candidature, votre dossier scolaire, et puis on vous proposera un entretien, on prendra notre décision à l'issue. Pour l'apprentissage, alors là, c'est peut-être l'objet de la deuxième conférence, voilà. Mais là, c'est une candidature directement auprès de notre école, avec encore un système de grands classés en fonction du niveau du dossier scolaire, et puis pour ceux qui ne seraient pas grands classés, des épreuves écrites, et puis un entretien. Alors, et imaginons que maintenant on ait fait une prépa. Comment est-ce qu'on intègre l'EXI après une prépa? Quelle est la banque de concours à faire?
Alors, on peut pour les filières MP, PSI et PC, on est toujours regroupé autour de ce qu'on appelle le concours Avenir. Hein. Cette fois, c'est la partie Avenir Prépa. On est au sein du concours CCP INP Polytech. D'accord. Pour la filière PT, ben, on est au sein du concours Banque PT. Là encore, regroupés ensemble sur les écoles du concours Avenir, hein, ce qui permet avec des frais de candidature uniques de candidater à plusieurs écoles simultanément. Et puis, pour les prépas ATS, on est sur le concours ATS. Alors, ça, c'est la voie standard que choisissent la plupart de ceux qui nous rejoignent après les classes préparatoires. Mais pour ceux qui préféraient voir leur candidature analysée sur dossier plutôt que sur des épreuves écrites, hein, vous savez comment ça se passe, hein, Ségolène, les épreuves écrites d'un concours. On peut être stressé, on peut être malade ce jour-là, et puis on est toujours un peu embêté de jouer 2 ans de travail en classe préparatoire sur quelques heures d'épreuves écrites. Pour ceux qui le préféraient, toujours possibilité de candidater via la plateforme Avenir Plus, où là, c'est plutôt le dossier scolaire, un entretien qui va être analysé. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est soit les concours, soit Avenir Plus, mais pas les deux en même temps. Ça, c'est la règle d'or. Ouais. Est-ce que alors, on a plein de questions, Raphaël. On a, par exemple, Mathis qui demande si, après la prépa intégrée à Lexi, on peut faire la formation en apprentissage de Lexi. Tout à fait, tout à fait. En fait, la règle d'or, c'est que pour être éligible, pour pouvoir candidater sur la formation par apprentissage, il faut soit être déjà titulaire d'un bac+2 scientifique, soit en cours de validation de ce bac+2 scientifique, et puis présenter le concours. Et nos étudiants qui sont en deuxième année de prépa intégrée ne font pas exception à cette règle. Ils sont tout à fait éligibles à cette candidature. Alors, ils sont ni favorisés ni défavorisés. Quand même, ce que je peux en dire, c'est que quand je regarde a posteriori comment se sont débrouillés au concours pour intégrer Lexi par apprentissage, nos étudiants qui étaient en prépa intégrée chez nous, on est sur un taux de réussite qui est plutôt, en tout cas des épreuves écrites, qui est plutôt proche qui est au-delà des 90%, Anne-Ségolène. Donc, mine de rien, notre formation en prépa intégrée, dont on connaît la qualité, Anne-Ségolène, vous et moi, prépare très bien à ces épreuves du concours par apprentissage. Ouais. Une autre question d'une jeune fille qui demandait est-ce qu'il y a un concours à la fin de chaque année? Est-ce qu'il y a un concours pour passer en deuxième année, en troisième année, etc. Quand on fait par exemple, on arrive post-bac, est-ce qu'à la fin de la première année, il faut repasser un concours pour passer en deuxième année? Bien évidemment, non. C'est tout l'intérêt des écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. C'est qu'en fait, quand vous intégrez cette école en première année post-bac, ensuite, vous savez que si vous travaillez bien, si vous travaillez sérieusement et de façon régulière, vous passerez en année supérieure sur la base du contrôle continu. Et vous aurez ainsi un parcours linéaire tout au long de vos 5 années d'études, Alexis. Donc, pas de concours. Idéalement, notre idéal, à chaque fois, on aurait 100% de taux de réussite dans chaque année et on admettrait tous ceux qui étaient inscrits chez nous en première année, en deuxième année, et ainsi de suite. Alors, Raphaël, on a aussi beaucoup de questions autour du concours Avenir et de Parcoursup parce que les gens ne comprennent pas tellement finalement comment ça s'imbrique et comment est-ce qu'on candidate et comment est-ce qu'on est accepté. Donc, comment ça se passe? Un étudiant qui veut faire Lexi, par exemple, il s'inscrit évidemment sur la plateforme Parcoursup. Il sélectionne le concours Avenir, il va sur le site du concours Avenir et il s'inscrit au concours. Voilà, alors il reste sur Parcoursup, hein. Toute l'inscription se fait sur Parcoursup. Via Parcoursup.
Il s'inscrit au concours à venir et puis là, il a la possibilité de candidater, en particulier à Alexis La Rochelle, mais aussi de candidater à Alexis pour notre campus de Casablanca. Et Voilà. puis, bien évidemment, aux autres écoles du concours à venir. Je vous rappelle qu'au total, ça représente 12 sous-vœux possibles, puisque les écoles du concours à venir totalisent au total 12 campus. Donc, en fait, donc, si je comprends bien, on arrive le 20 janvier sur la plateforme Parcoursup, on sélectionne le concours à venir, ça permet de ne faire qu'un vœu et ça ne décompte aucun sous-vœu. Et sur ce vœu-là, on a finalement 12 choix. 12 choix, c'est les Stacca, les Cives, Lexi La Rochelle, Lexi Casa, etc., etc. Et rendez-vous finalement le 25 avril si on est en terminale générale ou le 17 avril si on est en terminale STI 2D et si on n'a pas été, on n'est pas parmi les heureux grands classés pour passer le concours. Si on est accepté au concours, alors à ce moment-là, on a une proposition dans la phase d'admission des vœux. On a une proposition par Parcoursup et donc c'est là que le mariage se fait finalement. C'est le fait de passer le concours. Nous, on dit si l'étudiant est admis dans nos écoles et c'est par Parcoursup que l'étudiant décide s'il veut vraiment venir dans telle ou telle école qu'il choisit. Alors, pour être tout à fait précis, en fait, au concours à venir, ce qu'on va faire, c'est notre travail en commun avec nos camarades du concours à venir. On va classer tous nos candidats. Une fois qu'on aura ce classement de tous nos candidats, on les aura classés de celui qu'on estime être le mieux préparé aux études d'ingénieur à celui qu'on estime le moins bien préparé. Il y a un certain nombre de candidats, peut-être qu'on pourrait ne pas conserver. Donc, finalement, ne pas les classer. Et en fait, après, aucune école ne décide d'admettre tel ou tel candidat. Nous, Alexis La Rochelle, on va ouvrir 120 places à la rentrée prochaine pour les terminales générales. Si les 120 premiers du concours à venir, vous décidez tous de rejoindre Alexis La Rochelle, vous et moi en serions très heureux, mais ça veut dire qu'on refuserait beaucoup de candidats. Donc en fait, si vous voulez, ça rentrer dans le détail, c'est plutôt une affectation qui se fait en fonction des vœux des candidats. Les mieux classés au concours à venir se voyant admis dès les premiers jours de la procédure Parcoursup. Et puis au fur et à mesure de ces candidats, des réponses de ces candidats mieux classés qui vont être admis dans beaucoup de formations d'enseignement supérieur et qui vont devoir décliner, refuser ces propositions d'admission, mais à chaque fois, ils vont libérer des places aux candidats qui sont moins bien classés et c'est ainsi que les admissions vont se dérouler tout au long de la procédure Parcoursup jusqu'à la fin de celle-ci le 16 juillet 2021. Parce qu'en fait, et pour répondre à Arthur, qui demande si est-ce qu'il faut forcément être accepté pour le concours à venir ou se fait-il en fonction de Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme d'inscription, alors que le concours à venir, c'est un concours qui permet de sélectionner les meilleurs candidats. Et donc, il faut être accepté par le concours à venir. Et donc, l'inscription, le choix de l'étudiant, il se fait via Parcoursup. La procédure d'inscription, de choix de l'étudiant, elle se fait via Parcoursup. C'est bien ça. Voilà. Alors, je vois qu'il leur tourne malheureusement et il va falloir terminer notre présentation. Raphaël, on peut peut-être donner un rendez-vous à tous les, enfin voilà, à nos futurs étudiants pour qu'ils viennent nous rencontrer, poser d'autres questions. Bien sûr, bien sûr. Alors, on organisera à nouveau ce type de conférences et de temps d'échange en ligne, tant que malheureusement la situation sanitaire ne nous permettra pas d'accueillir à nouveau nos candidats dans nos locaux. Et puis, voilà, au niveau Parcoursup, gardez bien en tête
la date des journées de préparation au concours à venir, hein, le 3 avril. Puis je vous rappelle aussi les journées essais pour ceux qui sont actuellement en terminale et qui voudraient goûter un petit peu aux études supérieures aux études d'ingénieur Alexis La Rochelle, hein, qui auront lieu pendant les vacances de février. Oui. Et sinon, rendez-vous soit le 17 avril pour les oraux de ceux qui sont en terminale STI 2D, soit le 25 avril pour les épreuves écrites des candidats qui sont actuellement en terminale générale. Puis, bien évidemment, on reste disponible pour répondre à toutes les questions par mail ou Alors, éventuellement par téléphone aussi. voilà, donc on va vous renvoyer à tous la présentation d'aujourd'hui, l'enregistrement de la présentation. Pour répondre à Méa qui demande si on peut avoir accès à la présentation, oui, vous l'aurez tous sur votre boîte mail. Et puis, en complément de tout ça, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à appeler l'école directement pour avoir une réponse personnalisée à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à tous d'avoir été si nombreux pour nous écouter. Je vous invite à rester, à vous connecter pour ceux qui sont intéressés, qui sont en Bac+2, par exemple, ou qui s'imaginent dans 2 ans sélectionner la filière apprentissage, à vous connecter à partir de 15h30 sur la 2e conférence de la journée. À bientôt et bon week-end. Au revoir à tous. Au revoir.